Les îles sont des prisons et l'océan une muraille. À l'intérieur de ces murs d'eau, la plantation coloniale, le camp des esclaves fonctionne comme des espaces de réclusion. La liberté de circuler est antinomique à l'ordre colonial. Des blancs marrons, fuyant les égarements du gouverneur de la Hure, à la réclusion et au péage d'aujourd'hui, en passant par le marronnage des esclaves qui tentent d'échapper aux jougs des maîtres. L'histoire de la Réunion, c'est l'histoire d'une île et de sa lutte pour être reconnue comme un espace à la fois identique et différent. Ce combat n'est l'apanage d'aucune orientation politique particulière, d'aucun parti, d'aucun courant. Bien avant que les notions de droite et de gauche n'apparaissent, le marronnage relève un axe politique qui refuse l'oppression. Le marronnage, c'est quoi? Le marron est un esclave fugitif. Les marrons vivent en groupe dans des camps retirés. En 1715, la découverte de caféier à Bourbon montre que cette plante peut y être exploitée. Bourbon devient une colonie de plantation. Au nom du roi, les colons sont tenus de cultiver une certaine quantité de caféier sur chaque habitation. Les besoins en main-d'œuvre nécessaires pour cette culture entraînent alors un accroissement de la traite négrière. En 1723, un système esclavagiste de plantation est officialisé par les lettres patentes à Bourbon. Un code noir est en vigueur et règle la vie des esclaves sur les plantations. S'amplifie alors la fuite d'esclaves. Le petit marronnage est la première forme de rébellion. L'esclave rejoint vite l'habitation. Le grand marronnage, quant à lui, est en général soigneusement préparé. Une organisation est nécessaire pour la survie de chacun dans le groupe. La vie de liberté dans les camps impose un retour à une existence naturelle, l'occasion de renouer avec ses pratiques cultuelles. Les grands marrons organisent des descentes dans les bas pour se procurer des vivres, des outils, des armes et aussi des femmes. C'est souvent la crainte d'une punition trop sévère, de mauvais traitements ou des conditions de travail sur l'habitation qui poussent l'esclave à fuir. La soif de liberté entraîne alors les fuyards vers une existence choisie dans des espaces les plus inaccessibles de l'île. À partir de 1725, les marrons refusent en permanence de perdre la vie dans la traque incessante organisée par le système esclavagiste. Le marron n'a aucune envie d'être repris, cruellement châtié et à nouveau rendu à la pénible servitude. Ces menaces sont pires que la mort, d'où le choix du suicide comme ultime combat. Des détachements conduits par des chasseurs professionnels comme Duguin, Dallot, Mussard se spécialisent dans la chasse aux marrons. Ces chasseurs opèrent dans et hors de l'île. La vigueur et la brutalité de cette chasse a fortement fait reculer le marronnage sans le faire disparaître totalement. Et le 20 décembre 1848, Sarda-Garriga met fin à un système qui n'est plus rentable. Il dédommage les propriétaires et rend possible une nouvelle forme de colonisation. C'est l'engagisme. Désormais, les marrons, comme les esclaves, sont des réunionnais libres.